Bonjour, je suis Morgane Momy-Brignon, coordinatrice sur Réseau LORCEP et je vais vous présenter aujourd'hui un podcast sur la thématique CEP et hygiène de vie. L'objectif de ce podcast n'est pas d'entrer en profondeur dans chacune des dimensions que je vais vous présenter, mais bien de vous faire un état des lieux, des différents points, de vous présenter quelques trucs et astuces, quelques éléments que vous pourrez mettre en pratique au quotidien. Si vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez voir approfondis, n'hésitez pas à contacter l'équipe qui se tient à votre disposition. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire sous cette vidéo dans nos réseaux sociaux ou me les adresser par mail et je vous y répondrai avec plaisir. L'hygiène de vie, c'est quoi? Alors c'est un grand mot dans lequel on met beaucoup de choses. Souvent, on rapporte l'hygiène de vie à l'alimentation, au sport et à la consommation d'alcool ou de tabac. Pourtant, l'hygiène de vie, ce n'est pas que ça. Ça va être l'ensemble des comportements qu'un individu va adopter pour tendre vers une bonne santé. Euh, Ces comportements vont avoir des conséquences positives, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et c'est souvent une composante de l'hygiène de vie qu'on a tendance à mettre un peu de côté. On verra au cours de ce podcast qu'elle est pourtant très importante pour une bonne santé globale. Nous venons de le voir très rapidement, l'hygiène de vie, c'est donc un concept plurifactoriel qui regroupe bien sûr l'alimentation, la pratique d'une activité physique et sportive, la limitation des comportements à risque que sont limitation ou éviction d'ailleurs, que sont le tabagisme. Euh, Très généralement, on recommande l'arrêt du tabac après un diagnostic de sclérose en plaques. La consommation d'alcool, toujours avec modération bien sûr. Et puis il y a aussi d'autres composantes à l'hygiène de vie que sont les temps que l'on s'accorde pour soi. Pas forcément le sommeil qui est quelque chose de très important aussi, mais plutôt des temps de repos, de répit, les relations que l'on entretient avec les autres. Voilà, ce sont autant de facteurs qui contribuent à l'hygiène de vie et que nous allons détailler tout au long de ce podcast. La santé est un état de bien-être complet physique, mental et social. Et la notion de santé ne résulte pas seulement de l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est la définition qu'en donne l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On comprend donc qu'on peut être à la fois malade et en bonne santé. Parmi les facteurs qui influencent la santé, on retrouve régulièrement le tabac et l'alcool. Mais qu'en est-il dans la SEP? Des études ont montré que la consommation de tabac augmentait le risque de développer une sclérose en plaques et que si celle-ci est déjà développée et diagnostiquée, la consommation de tabac euh, amène à une évolution plutôt péjorative de la maladie sur le long terme. Concernant l'alcool, à consommer toujours avec modération bien sûr, il faut être vigilant aux potentielles interactions avec les traitements que vous prenez. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez poser des questions quant à l'arrêt du tabac ou de l'alcool, n'hésitez pas à en parler au médecin qui vous accompagne, à votre pharmacien ou à toute autre personne susceptible de vous venir en aide. Il y a encore de nombreuses idées reçues qui persistent autour de la thématique de l'activité physique et du sport dans la sclérose en plaques. Par exemple, près de la moitié des patients interrogés lors d'une enquête dont vous trouverez les références sur ce diapo, estiment que la pratique d'une activité physique serait trop fatigante. 35% d'entre eux estimeraient que la pratique d'une activité physique avec une sclérose en plaques n'est pas compatible et 22% qu'elle ne pourrait pas être pratiquée au début de la maladie. Or, aujourd'hui, de nombreuses études ont prouvé que l'activité physique était bénéfique aux patients et qu'elle était même conseillée. L'étude dont je vous parle a mis en évidence des bénéfices de l'activité physique rapportés par les patients. 77% d'entre eux estiment que l'activité physique a un impact favorable sur leur morale et leur état d'esprit. 68% d'entre eux estiment que l'activité physique a un impact sur leur bien-être physique et 52% sur leur fatigue. La pratique d'une activité physique ou même d'un sport, puisque certaines personnes malades pratiquent du sport même à haut niveau, ce qu'on appelle le handisport. Donc la pratique d'une activité physique
Elle est possible, quel que soit le stade de la maladie, dès le début du diagnostic et au cours de l'évolution de celle-ci. Elle est bien sûr à discuter si vous le souhaitez avec votre médecin ou avec l'équipe qui vous accompagne, pourquoi pas aussi avec votre kiné ou votre neurologue, votre MPR. Et pour répondre à la question, non, la pratique d'une activité physique n'aura pas d'impact négatif euh, sur la fatigue déjà ressentie. En Grand Est, il existe le dispositif Prescrimove, qui est un dispositif régional qui facilite la pratique d'une activité physique en toute sécurité et sur prescription médicale. Ce dispositif va permettre à votre médecin de vous orienter de manière sécurisée vers une offre d'activité physique adaptée avec des moniteurs, des enseignants formés et qualifiés. Donc un dispositif adapté, de qualité et réalisé le plus souvent au plus proche de votre domicile. En tant que patient atteint de sclérose en plaques, vous bénéficiez de ce dispositif puisque l'affection longue durée relative à la sclérose en plaques est inscrite dans ce parcours. Vous trouverez sur ce diaporama un schéma qui reprend les différentes étapes du parcours Prescrimove avec la prescription de l'activité par le médecin, la réalisation du bilan, l'accompagnement et puis la suite qui vous appartient à l'issue des séances prises en charge par l'Agence régionale de santé. Voilà. À savoir que le seul coût à votre charge sera éventuellement l'inscription dans une salle de sport. En pratique, vous pourrez donc bénéficier de séances encadrées et sécurisées, 12, sur un maximum de 4 mois, avec un bilan intermédiaire. À l'issue de ces séances, soit vous souhaiterez poursuivre une activité physique, mais elle ne sera plus prise en charge par l'Agence régionale de santé, soit vous décidez de ne pas poursuivre d'activité physique. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif Prescrimove, vous pouvez vous rendre sur leur site internet, donc Prescrimove-Grand Est, vous précisez vous êtes un patient, soit nous appeler, nous envoyer un mail et nous répondrons aux questions que vous pourriez avoir. Sachez également que le LORCEP propose des séances découvertes de l'activité physique adaptée. Pour toute information à ce sujet, n'hésitez pas à contacter Fatia à contact@lorcep.org. La sclérose en plaques est une maladie dont on ne connaît pas précisément l'origine. On sait qu'elle est plurifactorielle et que c'est l'association de plusieurs éléments qui font qu'elle se développe ou non. Des études montrent, même si elles ne sont pas encore probantes et qu'il manque du recul et d'autres études à ce sujet, des études montrent par exemple qu'une consommation excessive de sel serait associée à une augmentation du risque de développer une sclérose en plaques. D'autres études montrent également que chez les personnes souffrant d'obésité, il y a un risque plus élevé de développement accéléré de la maladie ou même de survenue de poussée. En cela, l'alimentation joue donc un rôle et a donc un impact dans la sclérose en plaques. L'alimentation, c'est un élément primordial, que l'on soit atteint d'une pathologie chronique ou non. Elle l'est d'autant plus dans la sclérose en plaques puisque l'on sait que certaines manières de consommer, certains aliments que l'on va consommer vont réduire les impacts de la sclérose en plaques. Il existe en effet des petits trucs et astuces que l'on peut mettre en œuvre tous les jours. Concernant la fatigue, par exemple, qui est très présente dans la sclérose en plaques, eh bien, pourquoi ne pas prendre un repas moins copieux, avec peu de sucre, plus léger, ce qui permettra de réduire la fatigue postprandiale. Un autre exemple concernant les troubles urinaires, il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau ou de liquide, préférentiellement de l'eau, par jour pour réduire les risques d'infection urinaire. Un dernier exemple de truc et astuce, on sait que l'état dépressif est également présent dans la sclérose en plaques. La consommation de certains aliments vise non pas à prévenir totalement, mais en tout cas contribue à diminuer l'état dépressif, par exemple les légumineuses, les noix, les avocats, les prunes, etc. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des régimes dans la sclérose en plaques. Aucun n'a fait preuve de son efficacité.
Les médecins, les neurologues ne recommandent pas de régime particulier dans le cadre de la sclérose en plaques. Pour autant, on sait que le régime dit méditerranéen est plutôt favorable à une bonne santé, de manière générale. La nourriture méditerranéenne est de manière générale plutôt saine, variée et nutritive. Elle comporte en effet un grand nombre de fruits, de poissons, de légumineuses. Et sachez que si vous ne souhaitez pas consommer de viande, vous pouvez tout à fait pallier à cela avec de la consommation de poissons ou d'autres protéines végétales. Enfin, manger, ce n'est pas seulement donner de l'énergie à son corps pour avancer, mais c'est aussi se faire plaisir. Les troubles du sommeil dans la sclérose en plaques concerneraient entre 42 et 65% des patients qui en souffrent. C'est pratiquement 4 fois plus que dans la population générale. Ces troubles ne sont pas toujours pris en compte ou pas toujours abordés en consultation, pourtant ils représentent une vraie problématique puisqu'ils ont un impact extrêmement important sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Pour autant, ce n'est pas une fatalité et il existe des mesures à mettre en œuvre pour diminuer l'impact de ces troubles du sommeil sur la vie quotidienne. Il existe de nombreux facteurs pouvant expliquer un sommeil de mauvaise qualité. Parmi ces différents facteurs, il est possible d'agir sur certains, comme par exemple la consommation d'excitants juste avant le coucher, tabac, alcool, la consommation d'un repas riche et lourd sont généralement à éviter. De manière générale, pour l'alimentation et pour les excitants, dans les 4 à 6 heures qui précèdent la période souhaitée d'endormissement. D'autres facteurs peuvent également avoir une influence, comme une faible activité physique, l'anxiété ou le stress, qui vont de fait soit retarder, soit rendre difficile l'endormissement au moment où on le souhaite. Il existe également d'autres causes possibles contre lesquelles on ne peut pas forcément grand-chose, comme par exemple le syndrome des jambes sans repos ou le syndrome d'apnée du sommeil, mais pour savoir si vous souffrez de ce type de problématique, il convient d'en parler à votre médecin traitant ou à votre neurologue. Les troubles du sommeil, s'ils sont présents chez une grande majorité de patients, ne sont pour autant pas une fatalité et il existe un certain nombre de trucs et astuces qui permettent non pas de les faire disparaître, mais au moins de les réduire. Nous l'avons vu, le sommeil c'est extrêmement important dans la sclérose en plaques. Ce qu'il l'est aussi, ce sont tous les temps de repos, de répit que l'on peut s'accorder. Pour s'accorder ces temps, il s'agit aussi d'être dans de bonnes conditions, donc de préférence pas trop stressé. Le stress va avoir un impact sur la sclérose en plaques, sur le quotidien avec la maladie. Nous allons voir quelques astuces, quelques méthodes qui permettent de réduire le stress. Il existe de nombreuses techniques pour apprendre à gérer son stress. Vous en retrouverez d'ailleurs beaucoup sur Internet, sur des chaînes comme YouTube, Spotify, etc. Il existe aussi d'autres moyens, comme par exemple les exercices de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique personnelle de gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur le corps, sur le moral, sur le psychique. La cohérence cardiaque consiste en l'apprentissage de la régulation de sa propre respiration pour contrôler son stress. C'est par ailleurs une technique qui a fait ses preuves dans la littérature. Des études ont été menées à ce sujet et montrent qu'elle est efficace dans la réduction du stress et de l'anxiété. Au réseau Lorcep, si vous le souhaitez, Marie, la psychologue, peut vous rencontrer pour vous proposer des exercices de cohérence cardiaque, soit dans le cadre d'un accompagnement général, soit pour échanger avec vous sur les exercices qu'elle pourrait vous proposer. Il existe également d'autres méthodes pour réduire son stress. L'activité physique en fait partie, nous l'avons vu déjà, elle a de nombreux bienfaits, dont celui-ci. Vous pouvez également, pourquoi pas, essayer de la sophrologie, de la réflexologie, toute activité qui va vous permettre de prendre du temps pour vous détendre. Ça peut être de la lecture, ça peut être regarder une émission, un film qui vous plaît. L'essentiel, c'est que cette activité vous permette de faire descendre votre niveau de stress. C'est un moment pour vous, un moment où vous vous sentez bien. Si vous avez des questions, besoin d'informations ou suggestions de thématiques que vous aimeriez que l'on développe,
N'hésitez pas à contacter le réseau, soit par mail, soit par téléphone, et nous vous répondrons avec plaisir.